Est-ce que ça marche? Ça marche super bien. Tu m'entends? Tu me vois? Oui, je te vois et je t'entends. Et moi, tu m'entends? Eh ben, c'est super. Je t'entends très bien. Nickel. Bon, ben, merci d'avoir accepté cette petite entretien en live Instagram, Yann. Bah, je te remercie à toi pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne te connaissent pas, donc, ben, tu es réalisateur. Et aujourd'hui, on va parler de deux de tes courts-métrages, Always et À tout prix. Et puis du thriller, je ne sais pas si c'est toujours en préparation ou pas, mais tu nous le diras, Implacable, qui devait se faire avec notamment Daniel Auteuil et Daniel Rousseau. C'est bien ça? J'ai pas dit de conneries? Absolument, absolument. Super. Eh ben, je te propose d'attaquer ce live directement avec d'abord des questions très très simples et puis ensuite on parlera plus en profondeur des deux courts-métrages et puis du polar. Alors d'abord, ma première question est toute simple. Et ça, c'est une question plutôt de curiosité. J'aime bien savoir ce genre de choses. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi? Quel a été l'élément déclencheur qui t'a permis d'avoir envie de devenir réalisateur? Les films, en fait. Déjà, des films. À cause de mon frère, beaucoup, qui m'a traîné à beaucoup d'avant-premières quand j'étais môme. Et puis voilà, et puis je suis tombé amoureux des films. Et puis la deuxième chose, c'est que j'adorais la magie. Et quand j'ai commencé à bricoler mes premiers courts-métrages, en fait, j'avais l'impression de faire un tour de magie. Donc bon, bref, l'amour que je portais aux films des autres et puis le fait que j'avais envie de faire des tours de magie, voilà, ça a donné ça. Et il y a déjà Eric qui commence et qui nous demande si c'est les Marvel qui t'ont donné l'envie de devenir réalisateur. Ah, mais Eric, les Marvel et moi, c'est une grande histoire d'amour. Non, parce que c'est une taquinerie entre nous deux, mais moi, j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire, encore une fois, mon frère, qui m'a beaucoup traîné au cinéma. Moi, j'ai appris l'anglais, j'étais tout môme, en fait. J'ai appris l'anglais, j'avais 6-7 ans, parce que je lisais des Marvel. Et pour les lire, c'était en anglais, parce que mon frère ne lisait que les BD et qu'il achetait en import. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Donc non, j'adore les Marvel à la base. Mais après, c'est une taquinerie, on va y revenir tout à l'heure. Ouais, parce que sur Facebook, il me dit, ouais, parle-lui des Marvel, machin. Je dis ça, c'est encore une connerie qu'il me dit pour que je me fasse piéger. Ouais, mais c'est parce que c'est mon chouchou, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, là, tu portes un t-shirt DC Comics avec Batman dessus, donc... Voilà. Mais ça, c'est mon super-héros préféré, donc... Ah, bon, on va s'entendre, alors. Donc, qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce de The Batman? J'adore. Et puis j'adore Matt Reeves. Je trouve que c'est un mec excessivement brillant. Donc franchement, c'est une super idée. J'avais adoré ce qu'avait fait Nolan, en particulier avec Begins et notamment Dark Knight. Un petit peu moins sur le dernier, j'avais plus de réserves, mais enfin, j'étais vraiment fan de ce qu'il avait fait. Après, j'adorais ce qu'avait fait Burton, et surtout avec Batman Returns. Un peu moins ce qu'avait fait Schumacher, dont j'aime beaucoup plein d'autres films, mais un peu moins ce qu'il avait fait sur les Batman. Mais là, je suis très très impatient, quoi. Parce que le petit côté Seven qu'il y a dans la bande-annonce m'a vraiment particulièrement plu. Donc tu disais que tu avais été baigné depuis tout petit dans les films. Est-ce que tu as des cinéastes qui aujourd'hui t'inspirent quand tu écris ou que tu réalises un court ou un long métrage? Est-ce que tu as des influences particulières? Bien sûr. Après c'est vaste, hein, on peut. Mais après il y a eu, je vais en tout cas parler de ceux dont je suis vraiment tombé amoureux, dont je suis tombé amoureux de leurs films et puis de leur travail aussi en tant que metteur en scène. Ça va de Sergio Leone, en fait, qui a sans doute été l'un des premiers gros chocs que j'ai eu avec Sam Raimi. Je pense que beaucoup de gens dans notre génération, il y a eu Evil Dead qui a beaucoup compté. Voilà, j'adorais Evil Dead, j'adorais les westerns de Leone. Là, j'ai eu la chance il y a pas longtemps de voir Il était une fois dans l'Ouest. Il y a quelques jours, en fait, j'ai vu Il était une fois dans l'Ouest sur grand écran. C'est la première fois que je le voyais sur un grand écran. C'était une expérience assez incroyable. Et voilà, après j'étais un très très gros fan. L'un des films qui m'a mis un énorme choc, c'était Taxi Driver de Scorsese, qui est un autre des très grands metteurs en scène que j'admire. Et puis par la suite, il y a eu Fincher. Enfin après, il y a pléthore, j'adore Dolan. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens de très grands talents, quoi. Et tout ça, ça t'inspire et ça te donne qu'une chose, c'est essayer d'égaler ces gens-là, quoi. Ouais, c'est des goûts assez éclectiques quand même, hein, ça. Ouais. Après voilà, après il y a les cinéastes en France. Alors je cache pas, quand j'étais môme, c'était pas particulièrement les cinéastes français, mais par exemple j'adore Jean-Pierre Melville, j'adore le cinéma de Boisset, et j'adore en fait les vieux films français que je continue à découvrir. Mais voilà, j'adore les Duvivier, les Renoir, des choses comme ça.
Et je trouve qu'on avait un cinéma excessivement puissant, en fait, mais il y a très longtemps. Carnet, Renoir, etc. Je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve qu'on a perdu un petit truc en cours de route. Il y a des choses très bien. Hein. J'adore Casso, par exemple. Tu vois, je trouve ça dommage qu'ils prennent plus de caméra. Enfin, Kassovitz, quoi. Mais il y a plein de gens de talent, tu vois. Mais je trouve qu'on a eu un cinéma excessivement inspirant, qui était un cinéma de très haute qualité, qui était populaire et exigeant. Voilà. Et ça, c'est ce que je trouve plus souvent à l'étranger. Parfois, ça veut pas dire que je vois pas des choses très bien. Hein. Il y a des choses vraiment formidables, mais je suis un peu plus dubitatif, on va dire, ces dernières années. À part exception. Voilà, c'est plus des exceptions qui me parlent chez nous que l'inverse. Voilà. Et pourquoi donc tu as des réserves comme ça? Après, c'est des goûts perso, hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est des goûts perso, c'est des fois. Mais après, tu sais, il y a plein de choses aussi qui me bottent nettement moins. Là, j'ai vu 2 films en salle récemment, encore un hier soir. Je trouve ça un peu anecdotique. Des fois, je vois des choses aujourd'hui sur ma télévision, c'est-à-dire en streaming ou autre, que je trouve incroyable. C'est-à-dire que du cinéma, en fait, il y en a partout maintenant. À une époque, tu pouvais, tu vois, faire des frontières, te dire ça c'est de la série, ça c'est de la télé, ça c'est du cinéma. Il y a des moments où je vois des choses au cinéma, je me dis ça serait passé dans ma télé, ça aurait été amplement suffisant. Et inversement, il y a des choses que je vois chez moi, je me dis putain, mais c'est incroyable, quoi. Il y a des séries, des fois, il y a plus de cinéma dans certaines séries que dans certains films de cinéma, notamment dans certaines choses qu'on produit chez nous. C'est-à-dire que faire, par exemple, une comédie, moi j'adore la comédie, mais t'as quand même plein de comédies, pour reprendre l'expression d'un pote réel, que t'as interviewé, d'ailleurs Julien Siri pour pas le nommer, il y a des films, c'est des téléfilms en scope, en fait. Et malheureusement, je trouve que c'est beaucoup le cas, c'est-à-dire qu'on néglige beaucoup ce que la mise en scène peut faire, hein, et je trouve ça vraiment dommage. Alors que, encore une fois, et tout à l'heure j'en ai cité, on a une lignée de très grands cinéastes qui ont inspiré le monde entier. C'est-à-dire, faut pas oublier ça, quoi. Et par moments, je trouve ça un petit peu triste, un peu rageant, voilà. Mais bon, après, ça c'est partout la même chose. T'as des choses en fait qui sont devenues un peu médiocres. C'est devenu des normes en fait. Tout va bien. Voilà. Là, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est une question que la question suivante va être en tout cas, on me pose souvent la question comment on fait pour réaliser quand des courts-métrages ou des films quand on débute, etc. Et toi, je sais que tu es quand même assez autonome, tu réalises, tu écris, tu montes, etc. Donc toi, comment tu prépares tes projets et comment tu finances aussi tes courts-métrages? Alors, comment je finance? Je braque des banques? Non, je déconne, je vais avoir des problèmes. Non, écoute, pendant de nombreuses années, moi j'ai commencé, je travaillais en fait sur des tournages, j'ai été petit stagiaire, machin, qui fait des cafés, des photocopies, qui court partout, qui bloque des rues, enfin voilà, j'ai fait ce qu'on fait plein de camarades d'ailleurs. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, alors pas qu'en tant que stagiaire, je suis monté. À l'époque, le Graal, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le numérique, hein, quand moi je commençais. Donc on tournait nos petits courts-métrages avec des caméras vidéo de pas très bonne qualité, parce que c'est la VHS, la SVHS, ensuite on a eu la DV, mais même à l'époque du début de la DV, si tu voulais être pris au sérieux, il fallait tourner en péloche. Donc mais alors j'ai fait des conneries, j'en ai plein, j'ai fait plein de petits courts-métrages en vidéo, on va dire en H8. Et puis à un moment donné, pour être pris au sérieux, donc fallait passer en pellicule. Donc là, ça coûtait quand même pas mal d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, tu vas acheter un appareil photo dans le commerce, puis tu peux faire un film, tu vois. À l'époque, c'était pas pareil, donc fallait tourner en péloche. Mes premiers courts-métrages professionnels, je les ai tournés en pellicule. Et là, ça a été très long, parce qu'il a fallu mettre des sous de côté, et puis il a fallu se démerder pour trouver une caméra. Enfin, voilà. D'ailleurs, il y a un petit film, tu peux le trouver, il s'appelle Illuminette. C'est mon premier film en pellicule. On l'a tourné avec des bouts en fait, on avait récupéré des chutes de péloche 35 sur des tournages, sur plein de tournages où on travaillait un copain qui était lui stagiaire opérateur, et puis moi j'étais stagiaire mise en scène, tu vois, et puis on récupérait des bouts de péloche, puis un jour on s'est appelé, on était en plein mois de juillet, on s'est dit mes parents ils sont pas à la maison, il faut qu'on tourne dans le week-end, attends je peux avoir une caméra, super, et puis voilà, et puis il fallait trouver une idée, donc on a eu cette idée de faire Illuminette, et puis c'était parti, quoi. Et ça s'est fait, en 2 semaines à peine, on a organisé ce bordel, et puis on a tourné. Et on a réussi à réquisitionner du matériel. Donc, comment tu payes? Tu payes avec tes économies. Donc, à l'époque, c'était 3000 francs. Ça fait quoi? 3000 balles, ça fait, 450 euros par mois? 500 euros. 400, 500 euros. Ouais, voilà. Donc, c'est ce que m'a coûté à l'époque, Illuminette. Et puis après, tu te dis, tu vois, j'avais fait un petit calcul,
idiot dans ma tête parce que je me suis dit bon bah ça m'a pris tant de temps de le préparer, tant de temps de faire un film qui fait 1 minute et 3 et tu vois les broutilles. Et donc j'avais un projet à cette époque-là que j'essayais de monter avec une production parce que voilà j'essayais de faire les choses bien, de voir les prods, de faire un financement. Et puis alors là je suis rentré dans un truc où ça a commencé à durer très 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 longtemps. Je parle pas de quelques mois, c'est-à-dire que je suis parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis là tu commences un peu à t'essouffler parce que tu dis putain sans déconner on parle juste d'un film de 6-7 minutes quoi. Et ça devient très très voilà très difficile. À l'époque, j'ai la chance de toucher un petit héritage. Et au lieu de m'acheter une voiture, je me dis je vais me payer mon film. Et donc je monte une boîte de prod avec un copain et qui s'appelle Asso Productions. Voilà, petit clin d'œil John Carpenter, dont j'étais dans une de mes périodes où j'étais ultra fan de Carpenter. J'adore toujours Carpenter, mais j'ai des moments un peu obsessionnels. Enfin à l'époque surtout j'avais des moments obsessionnels sur des cinéastes. Et vu que tous les deux on aimait Carpenter, on dit ok, et j'adore toujours Asso d'ailleurs, donc on appelle cette boîte Asso Productions et on produit ce qui va être donc mon deuxième court-métrage en pellicule qui s'appelle Facteur Humain et donc que je paye. Je me paye ça. Voilà, c'est un film très très difficile. Je tourne quelques jours en studio. C'est une énorme expérience. Voilà, j'ai 25 ans à l'époque et puis à l'époque voilà le film fonctionne. Je suis pas encore bien au fait de tous les trucs, des festivals, etc. Mais voilà, en gros, toutes mes économies partent dedans. Et je crois qu'il suffit de faire un film. Et puis qu'après, tu vois, voilà quoi, tu vois, parce que même à l'époque, le film, il est montré au Short Film Corner, qui était pas encore le grand bordel où tout le monde va. Il y avait pas autant de monde à l'époque. Il y avait du monde, mais c'était pas comme aujourd'hui, parce que tout le monde faisait pas des films en fait. Et donc mon film est montré là-bas. Il y a même Kassovitz qui voit le film, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un producteur qui s'est occupé de mon film derrière, qui me dit ah il y a Kasso, il a vu ton film. Je dis ah c'est super. Et donc t'es comme un fou. J'ai quelques articles dans la presse. Il y avait un magazine qui s'appelait Score Mag, je suis dans Score Mag. Il y avait SFX Magazine, je suis dans SFX Mag. Enfin voilà, on a plein de trucs. Et dans ta tête, tu dis mon téléphone va sonner. Et ton téléphone sonne pas. Et la première leçon que tu apprends, c'est en fait, tu te fais un cours, tu vas en refaire un parce que il s'est rien passé. Et là, il va se passer près de 10 ans en réalité, parce que j'ai plus d'argent et qu'à l'époque, pour tourner, comme je te dis, c'est en péloche. Et donc voilà, donc tu vis ta vie et puis à côté tu remets de l'argent de côté. Et donc je vais prendre un autre travail, c'est-à-dire que je vais avoir une autre vie professionnelle que le cinéma. Je vais rentrer dans l'informatique, dans la sécurité informatique, et je vais travailler dans le bancaire, qui est pas du tout ma passion à tous les niveaux. Mais j'avais l'impression d'être un espion en fait, tu vois, qui rentrait dans un univers où il y avait en fait à la base aucune raison que j'y aille, parce que moi j'ai fait des études de lettres et d'art, tu vois, je sais pas ce que je fous là-dedans, mais vu que j'ai toujours su me démerder avec un ordinateur, j'ai réussi à me démerder pour trouver un boulot. Et avec ça, je commence à mettre de l'argent de côté et ça va nous emmener à tout prix. Bon, il y a des petits trucs que je tourne entre temps, hein, tu vois, je tourne une bande-annonce qu'on me commande, s'appelle Le Clown, je fais d'autres choses. Et le numérique, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que le numérique commence vachement à évoluer. Je tourne des clips, j'ai tourné aussi des clips pendant ce temps. Et puis au début, je suis assez réticent avec le numérique, je suis pas fan de ce que je vois. Mais plus on avance dans le temps et plus je commence à trouver ça incroyable. Et on arrive à tout prix. Je te fais quand même l'ellipse parce qu'il se passe quand même plusieurs années où je tourne des choses et puis je mets de l'argent de côté et j'arrive à avoir 7 000 euros. Donc je pars pas en vacances, puisque je réponds à ta question. Tu travailles, tu mets de côté, tu pars pas en vacances et puis tu te repayes un film. Et c'est comme ça que je fais à tout prix. C'était il y a 10 ans en fait maintenant. Bah ouais, parce que je l'ai tourné en novembre 2010 et qu'après il va y avoir 1 an et demi de post-prod pour venir à bout de ce film. Voilà. Bon ben ça on en reparlera du coup tout à l'heure. Là du coup j'aimerais parler de Always, ton 5e court-métrage sorti en 2015 si je dis pas de bêtises. On y suit un couple au travers 2 temporalités si je puis dire. On a des séquences qui montrent des tranches de vie heureuses du couple et de l'autre des scènes mettant le désespoir du mari à travers le regard de sa femme. Comment t'es venue l'idée de conter cette petite histoire d'amour? C'est en fait, je suis obligé de reparler un peu d'À tout prix. En fait, À tout prix, mon film a été vu par un metteur en scène que j'aime beaucoup, à qui j'ai juste envoyé le film parce que j'avais juste envie qu'il me donne son avis dessus. Et ce monsieur, il s'appelle Marcus Nispel, qui a fait entre autres le remake en 2003 de Massacre à la tronçonneuse, et qui à côté de ça a une carrière incroyable en publicité, en clip. Bref, et je lui envoie ce court métrage et cet adorable monsieur en fait me fait un très beau message. Que j'ai encore. Enfin voilà, moi j'étais honoré de ce qu'il m'a raconté, de comment il a flatté mon travail.
Et en fait, il l'envoie à des managers américains. Donc là, je rentre dans un autre truc qui s'est passé avec À tout prix, mais c'est pour revenir à Always, parce que c'est durant ce voyage. En fait, donc je suis amené à discuter avec des managers américains, on fait un Skype, et puis en fait, peu de temps après, je monte dans l'avion et on se voit sur place, et puis j'ai quelques rendez-vous. Enfin, je me retrouve, je pars pour 2 rendez-vous, et puis en fait, j'en fais pendant 8 jours à Los Angeles. Et je pars, j'avais mon 5D, en fait, à l'époque, j'avais acheté un 5D. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été contacté par quelques acteurs locaux. Certains on suivait en fait sur Facebook, donc on prend un café et tout, et puis ils me disent ouais et tout, je voudrais qu'on tourne ensemble. Et puis je leur dis ok super. Puis moi en fait j'avais écrit avant de partir, j'avais écrit un petit court-métrage. J'avais un peu en tête de me dire je vais peut-être essayer de tourner quelque chose là-bas. Et sauf que je me rends compte très vite que c'est pas comme ici. C'est-à-dire que là-bas c'est vraiment une question d'argent. Hein. Tu arrives pas en disant alors on va tourner, ouais super, on y va, tiens ramène ton matos. Tout le monde te dit combien tu me payes. Et là, je tombe sur un truc que je connais pas en France, tu vois, c'est, tu veux un ingé son, c'est combien tu me payes, quoi. Et moi, je fais, mais j'ai pas d'argent, les gars, tu vois. Donc, très vite, je me rends compte, il va falloir écrire autre chose. Et en fait, j'écris 3 scripts. J'ai rarement écrit aussi rapidement, des choses. Et en fait, le dernier projet, parce qu'on arrive que, moi, entre-temps, je fais des rendez-vous, donc j'ai pas non plus que ça à faire. Et, Always, ce qui se passe, c'est que, moi, je pars, il me reste 24 heures. Parce que on est le mardi soir et le mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, je serai dans l'avion parce que mon avion est à 2 heures du matin. Donc j'ai rendez-vous avec l'acteur et l'actrice avec qui on parle de faire un cours. Je leur dis bon les cocos. Donc moi j'arrive, on a rendez-vous dans un café à Los Angeles et je suis dans la voiture ma voiture de location là pour les rejoindre. Et pendant le trajet en fait je réfléchis à une idée. Et j'ai cette image de la nana qui se balade dans les couloirs d'un appartement et qui en fait visiterait sa maison et en fait on découvrira qu'elle est morte. C'est tout ce que j'ai. Et j'arrive au café, je leur dis voilà mon idée. C'est l'histoire d'une nana, elle est morte et puis on va raconter c'est quoi être amoureux en fait. Alors ils me regardent et puis je leur dis bon alors là j'ai plus le temps de faire un scénario parce que là il est 10 heures du soir et il faut tourner demain matin. Donc on va aller se coucher et puis bon je vais essayer de pas spoiler mais des fois que des gens n'ont pas vu, fermez vos oreilles. Je leur dis, voilà, il faudrait qu'on ait un appartement. Tu vois, en fait, j'essaie d'imaginer très vite qu'est-ce qu'il me faudrait. Et puis je sais qu'il y a un cimetière, en fait, à un moment donné, donc il me faut un cimetière. Donc je leur dis où est-ce qu'il y a un cimetière, ils me filent l'adresse. Ok, bah rendez-vous demain matin. Le premier truc qu'on va faire, c'est le cimetière. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire tout le film va se faire comme ça. Donc j'arrive sur le décor. Voilà, je me rappelle, j'avais ma valise dans ma bagnole parce que le jour même comme je te dis je vais aller en fait à l'aéroport donc je suis parti à 5 heures du mat parce que moi j'étais hors Los Angeles, je dormais par terre chez 2 Mexicaines qui m'ont logé gratuitement parce que j'étais totalement pauvre hein. Moi quand je suis allé à Los Angeles Marcus m'avait demandé quand il m'a invité chez lui, il me fait mais pourquoi t'as pas pris une décapotable? Je fais Marcus t'as pas compris, moi je suis pauvre, j'ai pas d'argent quoi. Et louer la bagnole c'est ce qui m'a coûté le plus cher que mon billet d'avion d'ailleurs. Et bref, j'ai pas beaucoup d'argent en poche et on va fabriquer un film pour $30. C'est-à-dire qu'en fait, je vais payer 3 burgers et des frites et un coca. C'est ce qui va me coûter $30 et tout le reste, c'est mon 5D, moi tout seul et 2 comédiens, quoi. Enfin, un troisième, il y a Julien qui va venir. Voilà, la bagnole, c'est la bagnole de la comédienne. Et en fait, tout ce qu'on a, en fait, c'est là d'un coup, tu reviens un peu comme quand t'étais môme avec tes copains et ton caméscope. En fait, c'est qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec, en fait. Et c'est juste comme ça que le film se fabrique. À chaque fois, j'arrive dans un décor, je leur demande 5 minutes, je fais le tour, tu vois, l'appartement, je l'avais jamais vu avant. C'est prêté par Carl Leander, que j'ai eu au téléphone, en fait, tu vois, on s'était même pas rencontré avec Carl. Et Carl, il était question qu'il fasse le type sur la plage quand merde la comédienne. Et c'est la comédienne qui m'a mis en contact avec Carl. Et Carl, il est adorable, il fait, je vous passe l'appart. Ah, super, ok. Donc, on va à l'appart et donc, on avait déjà tourné le cimetière. Là-bas, c'était, pour l'anecdote, c'était assez rigolo parce qu'on n'a aucune autorisation. Alors, pareil, en fait, normalement, il faut des autorisations aussi pour tout. Puis nous, moi, je l'ai fait en mode, on fout. Et l'autre, il me dit, ouais, fais gaffe, s'il nous voit avec l'appareil photo. Donc, on tourne. L'avantage, c'est que c'est un appareil photo. Et on est dans un cimetière. Alors, je sais plus quel est le nom de ce cimetière. Mais c'est un cimetière où, en fait, t'as plein de stars qui sont plein de stars d'Hollywood qui sont enterrés là-bas. Et donc, t'as des mecs qui se baladent dans des espèces de petites, t'as les mecs de la sécurité qui roulent dans des espèces de petites bagnoles, là, tu sais, comme sur les golfs. Ouais. Et donc on est là, il faut pas qu'ils nous voient pendant qu'on fait ça. Donc, c'est genre, tu dis à l'acteur, fais ci, fais ça, mets-toi là, moi je regarde mon cadre, puis dès qu'on voit, et puis pendant que je tourne avec l'un, t'as la comédienne qui fait le guet. Tu vois, et qui dit, attention, lève là. Alors là, tu fais genre, je prends des pigeons, tu vois, je photographie les oiseaux, quoi. C'est incroyable. Et j'avais deux cartes. J'en avais une où j'avais des oiseaux. Je me disais, s'ils me demandent ce que je fais, je leur montre les oiseaux sur le 5D, tu vois, et puis une autre où je tournais plan, quoi.
Donc voilà. Donc j'avais photographié en avance des oiseaux. Et donc voilà, on tourne un peu comme ça, un peu dans le stress d'ailleurs cette séquence. Et puis voilà, et puis toute la journée va se faire, mais ça se fait dans un plaisir énorme. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on va se raconter avec À tout prix, c'est que là, franchement, c'est vraiment que du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tension, mais c'est que de la créativité. Ce qui était marrant, c'est que il y a que toi, il y a que des acteurs. D'un coup, il n'y a pas tout ce truc qui peut être un peu lourd. C'est-à-dire que d'un coup, t'as une équipe, faut parler à tout le monde. Enfin, tu vois, tout ça, ça prend du temps et ça déploie une énergie. Là, en fait, t'es excessivement focus juste sur ce que tu veux faire et t'as pas à demander, en fait. T'as rien à demander. Et là, j'ai retrouvé un truc qui commençait un peu à me manquer. J'avais fait des clips et tout. Il y a des moments où d'un coup on fait non, c'est pas possible. Et là, il y a quelque part, la seule chose que tu vois, c'est qu'est-ce que tu as et t'essaies de le maximiser. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais voilà, donc pour l'anecdote, ce film, je l'ai improvisé et pendant que je le fabrique, j'essaie de réfléchir en fait cette histoire des deux temporalités, toujours dans l'idée de l'impro. Je vais donner un exemple. Cameron, qui joue le mari de la nana dans l'histoire, Cameron, à côté d'être comédien, il bosse dans un bar la nuit. Donc quand il arrive sur le tournage, je vois bien qu'il n'est pas en super état en fait, parce qu'il n'a pas dormi, puisqu'il a passé la nuit à bosser. Et quand on arrive à l'appartement, je te raconte même pas dans quel état il est. Donc si tu te souviens, il y a une séquence où elle arrive et elle le trouve sur le canapé en train de pioncer. En fait, vous voyez que Cameron, il était en train de lutter. Je fais, attends, tu sais ce qu'on va faire en fait? Tu vas te mettre sur le canapé et tu vas dormir. Il me fait, non, it's okay, I can do it. Je fais, non, vas-y, dors. Et donc, ça m'a donné l'idée de, pendant qu'elle lui parle dans la cuisine, en fait, l'autre il pionce et tu vas te pointer. Et donc, de là, est née l'idée, pendant qu'il est en train de dormir, tu vas le maquiller. Voilà, c'est que des choses comme ça, en fait, tu vois. C'est qu'est-ce que t'as et comment t'essayes de t'en servir. C'est fou parce que quand on regarde le court-métrage, on dirait qu'il y a au moins un mois de préparation parce que la mise en scène est propre, les acteurs sont nickel, on se dit pas que ça a duré quelques heures, quoi. Il y a une telle maîtrise dans la mise en scène que on se dit ça a duré un mois, quoi. Bah écoute, c'est gentil, mais non, ça a duré 8 heures tout ça. Je suis tenu parce que Cameron il va devoir partir bosser. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on va devoir arrêter le tournage. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, il y avait d'autres petites choses qui étaient prévues. Par exemple, tu sais, après la scène de la plage, quand il y a la bagarre, hein, normalement, on avait toute une séquence, ils revenaient à la maison, ils revenaient chez eux, et donc on devait faire un truc à la nuit tombée où ils s'engueulent à cause de ce qui vient de se passer, et là, en fait, ils finissent chacun dans leur coin, donc on pouvait penser dans la narration que ce truc a fait qu'ils se sont séparés, tu vois. Ça, typiquement, j'ai pas pu le tourner. Voilà. Mais par exemple, eux, ils savaient donc qu'elle mourrait, mais ils savaient pas comment. Ils ont découvert, un jour, quand ils ont découvert le film, ils ont découvert que j'ai fait un accident de voiture. Ouais. Ils savaient pas que j'allais la tuer comme ça, ils me disaient, mais comment tu vas faire, comment elle meurt? Je sais pas encore, en fait, mais je vais trouver. Et quand on était dans la voiture, en fait, comme je te dis, on essaie d'exploiter tout. Donc, par exemple, quand on roule pour aller à la plage, pour emmener la séquence de la plage, pendant que je suis dans la voiture, je prends mon appareil et je dis, fais ci, fais ça. À un moment donné, par exemple, je dis à Cameron, tiens, je vais donner un exemple. Tu sais, quand ils sont sur le point d'avoir l'accident de voiture, elle fait comme ça, là, juste avant en fait, elle a fait comme ça. Parce qu'à un moment donné, je faisais à Cameron, il fumait des clopes et je fais, Cameron, souffle-lui dans la gueule, en fait. Donc, il lui souffle dans la gueule et il a fait comme ça, quoi. Et ce truc qu'elle a fait là, c'est ce que j'ai utilisé au montage quand j'ai mis le plan en fait de la voiture qui a percuté une bagnole. C'est que du tu vois, c'est de la bricole quoi. Et c'est ça qui a été rigolo, vraiment rigolo. Il y a Julien qui nous passe un petit coucou, il est dans le chat là. Alors la spécificité, alors tu l'as dit, mais la spécificité d'Always, c'est qu'il y a aucun dialogue, juste la force des images et des expressions. J'allais te demander pourquoi ce choix artistique, mais du coup tu as déjà répondu à la question et je trouve ça encore plus dingue. Voilà, il y avait pas, c'est comme je t'ai dit, vu qu'il a fallu à chaque fois en fait que je réécrivais un script, et celui-là n'a pas été écrit, mais c'est à chaque fois il fallait que j'enlève des choses. Je me disais il y aura pas ça, il y aura pas ça, il y aura pas ça, et d'un coup j'ai fait ok, qu'est-ce que j'ai? Il y a moi, je peux pas faire de son, on va pas faire de son, c'est absurde, donc il faut imaginer une histoire où et donc pourquoi ils se parleraient pas? C'est un couple qui s'est engueulé, pourquoi ils se sont engueulés? Voilà. C'est comme je dis, tu pars du problème et tu cherches ce que tu peux faire, et t'essayes d'être créatif. Voilà, c'était, mais je dis bien, moi j'adore ce film. Mais pour moi, c'était vraiment... en plus, j'aime pas me répéter. Donc, on avait fait À tout prix et tout le monde me collait toi, t'es le mec qui fait de la tension et du suspense. Et ça m'insupporte au possible. Moi, j'ai envie de faire tous les genres possibles. Et donc là, je me disais, écoute, moi, j'ai envie de faire ça, quoi. Donc j'ai envie de raconter c'est quoi une histoire d'amour, c'est quoi être amoureux. C'est ça que je voulais faire, tu vois. Donc, je me dis, quoi qu'il arrive, je vais m'amuser. Et c'est ce que je leur ai dit. Je fais, quoi qu'il arrive, on va s'amuser tous ensemble. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Je fais, vous voulez tourner avec moi? Vous voulez qu'on s'amuse? On va s'amuser, quoi. Et c'est ça que d'un coup,
je t'avais expliqué quand on s'est un peu parlé en dehors, enfin quand tu me proposé, et puis brièvement je t'ai parlé d'Always, je t'ai dit c'est ça où d'un coup j'ai retrouvé cette fraîcheur, c'est-à-dire c'est vraiment cette liberté où d'un coup alors le reste m'a servi, c'est-à-dire les expériences précédentes, parce que d'un coup tu es obligé d'anticiper beaucoup de choses sur comment tu vas monter, etc., etc. Et là ça me renvoyait quand moi je commençais à tourner avec mes caméscopes. À l'époque, moi, j'ai appris le montage en faisant enregistrement pause sur 2 magnétoscopes, tu vois. C'est comme ça que j'ai fait du montage, avec Avid ou Final Cut, quoi. Mais ce qui fait que là, j'ai essayé à nouveau, en fait, de vachement anticiper ce que je faisais par rapport. Hein. Et de l'autre côté, j'étais ultra libre. Alors justement, dans ton écriture, ce que je trouve incroyable, que ce soit dans Always ou À tout prix, c'est la manière dont tu arrives à prendre le spectateur à revers. On part toujours d'un postulat très simple, puis quand le final arrive, on se dit je m'attendais pas à ça. C'est le cas avec Always, parce que on pense que c'est un divorce. Après, on se dit c'est le mec de la plage qui a peut-être buté le nana ou la mec. Puis en fait, c'est un accident de voiture. Et pour Always, finalement, on apprend que c'est les deux kidnappeurs sont dans le coup. C'est important pour toi de toujours surprendre le public, même sur des petits courts-métrages de 6 minutes? Je pense que j'essaye juste de faire le truc que je pense que tous les films doivent nous surprendre. Un prof nous avait dit un truc il y a longtemps, c'est quand j'étais au lycée. J'avais un prof de cinéma au lycée, il avait dit de toute façon, ne cherchez pas en fait. En réalité, toutes les histoires ont été inventées. Donc il y a deux choses qui font la différence, c'est ton point de vue qui fera la différence, que ce soit dans l'écriture ou la mise en scène, et comment dire. Et ensuite, moi je me suis toujours dit, quand je regarde un film, j'ai pas envie qu'on me raconte ce que j'ai déjà vu. Donc quelque part, pour répondre à ta question, raconter une histoire, tu surprennes les gens, quoi. Enfin, moi j'ai envie d'être surpris. Si je me tape un film où je comprends tout ce qui va se passer, enfin voilà, après. Et j'avais eu une leçon, en fait, il y a un court-métrage, parce que tout ce qu'on fait, je pense, nous apprend. Je m'étais rendu compte vraiment d'un truc en plus avec le format court. Il y a très longtemps, je te disais, j'ai fait un de mes premiers courts-métrages professionnels qui s'appelle Facteur Humain. Facteur Humain, il n'y avait pas une chute, il y avait une fin. Et j'ai pris une belle leçon. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que c'était une grossière erreur sur le court-métrage, parce que en fait, les gens se sont beaucoup aussi préparés. Moi, je voyais, il y avait nettement moins de courts-métrages à l'époque, donc je chopais toutes les émissions qui pouvaient en diffuser. Et j'en voyais qu'il y avait des chutes, mais j'avais l'impression un peu de me taper des trucs Black Carambar. Ça, il y a une histoire avec boum, chute. Je me disais, mais ça n'a aucun sens, quoi. Mais je voyais que sur le spectateur, il y avait quand même cette logique qui est à la fin du cours, il y aura une chute. Et quand j'ai attaqué notamment À tout prix, je me suis dit, bon, je vais intégrer ça. C'est-à-dire, mais je me disais, il faut que ça ait un sens. Si c'est juste pour faire, tu vois, ça me fait chier. Donc l'idée, vu que moi j'ai toujours adoré les films noirs et tout, et les films où d'un coup c'est pas ce que t'as cru, j'ai dit ok, on va le jouer là-dessus. Et donc ma chute, ça sera ce twist en fait. Sur Always, comme je dis, l'idée elle est partie, c'est l'histoire d'une nana qui en fait est un fantôme et qui revisite qui rend visite à son amoureux, parce que c'est ça l'idée. Donc de fait, tu dis comment on le rend intéressant. En fait, il faut qu'on joue avec le spectateur. Donc pour essayer de répondre à ta question, comme je dis, moi j'aime bien qu'on me surprenne, quelle que soit la chose que je regarde. Ça veut pas dire qu'on me fasse un twist, ça veut juste dire qu'on me surprenne. Je pense que toute histoire doit me surprendre, que ce soit dans ce que vont faire les personnages. C'est comme dans la vie, hein, c'est relativement, on va dire, faut que ça soit imprévisible. Alors je te propose maintenant de parler d'À tout prix. Donc ça c'est ton 4e long métrage, donc j'ai fait un peu l'interview à l'envers, mais bon c'est pas très grave. Ouais, je savais pas. Non mais je trouve ça plus sympa de commencer par Always parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-là, donc je voulais absolument commencer par ça. Alors À tout prix, c'est un court-métrage dans lequel 3 sacrifiés du système kidnappent leur patron pour demander une rançon. Pendant ce temps, on suit une interview télévisée où le député Cortal qualifie les ouvriers s'adonnant à la séquestration de patrons de terroristes. Il souhaite alors faire passer une loi qui les condamnerait aussi durement que les terroristes. Est-ce que tu peux nous parler des coulisses de ce court-métrage? Je sais qu'en off, tu m'as dit que ce fut un combat de tous les instants, pour reprendre tes mots. C'était même un très gros bordel, en fait. Écoute, ça a été un film très compliqué. D'abord, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à se lancer. C'est-à-dire qu'il a été écrit en 2000, fin 2008. Et on a, par exemple, on a ultra galéré. Quand t'as pas d'argent, tout prend du temps. Parce que t'as pas les moyens d'avoir ce que tu veux, ou d'avoir les gens pour aller te chercher ce dont t'as besoin. Donc tu galères pas mal. Et par exemple, la chose qui était un énorme problème, c'était le décor. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver ce décor, et surtout, on n'arrivait pas à trouver un décor qui va pas me coûter trop cher et qui va pas me tuer, parce que j'ai que 7 000 € pour fabriquer mon film.
Donc, comment tu fais pour avoir la caméra, tatati tatata, et avoir le décor? Je me souviens de plein de gens autour de moi qui me disaient, qu'est-ce que t'en as à foutre, fais ton film dans un hangar. Je dis, non, 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 si c'est pour faire, là, je vais répondre à ta question, si c'est pour faire un film comme ça avec un kidnapping qui atterrit dans un hangar, il y a eu 450 000 films de genre des polars qui finissent dans des hangars, non. Et vu que j'avais en fait cette tonalité, alors ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça que ça fonctionnait dans ma tête, avec ce côté un peu conte de fées, c'est-à-dire c'est les mecs qui arrivent dans cette espèce de baraque, un peu de conte de fées, quoi, où il va se passer des choses abominables. Je me disais, il faut ça, il faut ce personnage-là en fait. Donc je me disais, si on n'a pas ça ne sert à rien et je ne ferai pas le film. Donc mon frère on a galéré, on a cherché, mon frère a trouvé cette baraque en région parisienne en fait, et comment dire, parce que l'intérieur de la maison c'est pas celle de l'extérieur, hein, ça après ça c'est un montage et c'est une autre route ailleurs où j'ai tourné ça. Et c'est la maison que tu vois de loin, c'est une incrustation d'une baraque qu'on a pris en photo ailleurs et qu'on a incrusté sur un bord sur une route qui elle se trouve dans le 77, alors que la maison où on a tourné elle est dans le 91. Voilà, bref. Donc voilà, il y a plein de bouts qui sont tournés dans le 77 aussi, tu vois, ça fait un peu campagne. Voilà, mais tout est fait en région parisienne, hein. Et tous les inserts, par exemple, que tu vois dans le film, sont faits chez moi. Mais tous les inserts, c'est-à-dire que les inserts de la montre, etc. Par exemple, c'est pas l'acteur qui a une montre et qui regarde sa montre. Quand il regarde sa montre, en fait, c'est mon poignet avec ma main qui a été shooté chez moi, parce que tous les inserts, pour te donner un ordre d'idée, il y a tellement eu d'emmerdes sur ce film. Normalement, tous tes inserts, tu les gardes pour la fin de journée. Sauf que c'était tellement un calvaire ce tournage. À chaque fois, on pouvait pas finir la fin de journée et j'arrêtais pas de dire laissez-moi tourner les inserts à midi pendant la pause déj avec mon chef-op. Et les techniciens, on était absolument pas d'accord. Ils me disent non, on vient avec toi. Mais je dis mais non, mais sinon vous allez pas manger. Si vous mangez pas, vous allez gueuler. Ils me font non, mais il faut qu'on mange. Je fais on est d'accord. Donc moi il me faut mes inserts. Bref, au final tu fais pas tes inserts et tu sors ton film, il manque les inserts. Et on les a fait avec mon chef-op à la maison. Tu vois, on a pas fait tous les inserts. Quoi qu'il en soit, non, c'était un bordel. C'était un bordel. Donc, comme je dis, le décor. Ensuite, ça a été un des comédiens qui nous a planté le film. On était à 3 semaines de tournage. Donc, il a fallu, pour jouer le rôle qu'a joué Simon, donc le petit jeune là qui se fait avoir par tout le monde, on avait un autre comédien, un peu plus connu d'ailleurs, qui devait le jouer. Mais comme au début, le casting, j'avais des gens plus connus pour le faire. Mais ça a été très compliqué parce que d'un coup, il fallait essayer de caler avec les dates de tout le monde. Donc t'essayes, et puis à un moment donné, j'en avais assez, parce que soit tu perdais tes techniciens, soit, enfin, encore une fois, ce que je te raconte, c'est la vie de beaucoup de films, tu vois, je fais pas ma plus heureuse, c'est comme ça, c'est compliqué, t'as pas les moyens de bloquer les gens, donc tu t'adaptes, et tout ça, ce truc de jongler, ça a duré longtemps, et puis après, tu sais, par moment, un film, ça peut ressembler à un tournage, hein, ça peut vite être la garderie, en fait, et là, c'était la grosse garderie, quand même, donc il y a eu plein d'histoires, il y a eu des bagarres, il y a eu de la casse, c'était surréaliste. En fait c'est très paradoxal ce film. J'adore ce film, j'ai des réserves dessus, tu vois. Je pense que comme tout le monde qui fabrique un film, mais j'adore ce film. C'est l'une de mes plus grosses expériences où j'ai énormément appris. Mais c'est mon pire souvenir de tournage. Je pense que ça doit faire. Moi, j'ai jamais fait mon service militaire. J'ai des copains à chaque fois qu'ils m'en ont parlé, ils m'ont dit quand y es, c'est une horreur, et puis un jour t'en reparles en rigolant. Bah à tout prix, c'est ça. C'est quand j'y étais, c'était un calvaire tout le temps, constant. Moi-même, je me suis battu sur le tournage, je me suis tapé avec quelqu'un pour te dire. On a, ah non, mais c'était mais n'importe quoi en fait. C'est parfois quand je le vois, je me demande comment on a fait pour le finir. C'est parce qu'en fait, tu as été engagé par une boîte de prod pour faire ce film. Ils avaient des non, j'ai produit le film tout seul. D'accord. Je vais même te dire, j'ai produit ce film totalement hors système, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je devais le faire, je devais m'associer avec quelqu'un qui m'a planté. C'est pas grave. J'ai dit bon, tant pis, on y va. Et moi, j'avais pas de boîte à ce moment-là, j'avais rien, c'est pas grave, je le fais en mon nom propre. Donc, je contacte les prestataires et ensuite, j'ai des potes qui me prêtent des feuilles en tête de boîte. Alors, on commande le matériel. Enfin, on a fait un truc, quand j'y repense, c'est insensé parce que si s'était passé un problème, on aurait bien été dans la merde. On a fait en grosse partie tout ce qu'il faut pas faire. Mais encore une fois, je dis, à un moment donné, t'en as marre d'attendre l'autorisation, donc tu fais, tu sais quoi, tourne ton film, on verra ce qui se passera. Voilà, après j'avais un mec qui devait faire la tire de prod, qui a fait plein de conneries, donc tu vois, des fois je tournais un plan, imagine, on venait me voir, on me fait Yann, il y a quelqu'un qui a cassé quelque chose dans le salon là-bas, il y a le propriétaire, il gueule, faut faire un chèque. J'étais en train de tourner un plan, tu vois, et je sors mon chéquier, quoi, pour payer, quoi. C'était surréaliste, quoi. Et tu fais arrêter vos conneries, les mecs. Ouais. Bon, en fait, c'est une succession de malchance durant le tournage, quoi, en fait, c'est...
Ouais, il y avait des gens géniaux, il y avait des gens géniaux, pardon, dans l'équipe. T'avais des gens géniaux, et puis t'en as d'autres, tu dis on se reverra plus. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Mais bon, et j'ai envie de dire, je parle pas d'acteur, mais erreur de casting. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas. De toute façon, c'est au final, quand tu fabriques ton film, t'es le responsable. Donc de toute façon, les conneries qui se sont passées, que je me suis pris dans la gueule, c'est de ma faute. T'apprends. Hein. Tu dis ok, la prochaine fois, il y a des trucs, tu vas te renseigner, tu te rencardes sur des gens. Enfin, je vais te donner un exemple tout simple. Je vais pas citer qui c'est parce qu'on va pas être méchant quand même. Mais j'avais quelqu'un sur le plateau qui en fait, un technicien m'a planté à la toute dernière minute. À 3 jours du tournage, il me plante. Je lui dis bon, écoute, tu connais juste la règle, me fous pas dans la merde. Faut que tu m'envoies quelqu'un de bien à ta place, quoi. Parce que là, sinon, on est dans la merde. Ok, t'inquiète. M'envoie quelqu'un. Donc moi, dans ma tête, c'est quelqu'un qui connaît et qui est de confiance. Cette personne me fait n'importe quoi et elle a un poste clé. Elle commence à me faire n'importe quoi. On le voit très très vite avec les autres techos. Et comment dire. Et un jour, je parle à cette personne qui remplace l'autre. Je dis mais depuis quand vous connaissez? Elle fait mais on se connaît pas en fait. Elle a pris mon CV sur internet au hasard. Donc tu te rends compte que t'as quelqu'un, tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas ce qu'il vaut. C'est juste l'autre qui te l'a balancé genre en mode tiens appelle un tel. Et donc juste toi tu y as été à la confiance en te disant bah si elle me l'a envoyé c'est qu'elle sait qui c'est quoi. Non carrément pas. Donc et là-dessus par exemple j'ai eu problème sur problème sur problème, dont certains quand j'étais encore en post-prod en train de monter mon film, je découvrais encore des conneries que cette personne avait commises. Et je peux dire que j'étais là en post-prod à essayer d'effacer les conneries que cette personne avait encore faites, qu'on n'avait même pas vu au plateau. C'est ouf. C'est dingue. Attends, je vais me déplacer parce que j'ai mon chien qui est en train de péter un câble derrière ma porte. Je vais lui ouvrir la porte. J'en profite pour répondre à Quentin Gauvry qui a loupé le début. C'est pas grave parce qu'il y aura un replay sur ma chaîne YouTube. Je remettrai le live entier sur YouTube. Donc pas de souci, vous pourrez le revoir depuis le début, sans problème. Voilà. Alors, donc À tout prix a reçu de nombreux prix dans plein de festivals. Et fait incroyable, j'ai cru comprendre que le créateur et le producteur de la série Les Experts, Anthony Zwicker, je sais pas si je prononce bien, avait racheté les droits du court-métrage. Comment une telle chose arrive à se produire? Raconte-nous. C'est pas les droits du court-métrage. Il a acheté le court-métrage. Alors en fait, je vais te raconter. Donc on termine le film. Le film, on le sort, on a la projection, c'était le 6 mai au Max Linder. Et juste après, il y avait Cannes qui commençait, donc tu vas au short film là-bas. Donc je vais au short film. Mon film est projeté à un moment donné dans une petite salle. Et ce jour-là, je croise Xavier Jans, qui était avec sa femme qui présentait un court-métrage. Et en fait, on était projeté en gros, on va voir les mecs, ouais, et tout. Vous pouvez le projeter dans la même salle. En fait, comme ça, moi, je vois le film de sa femme. Lui, il me dit comme ça, je vois ton film. Donc, on se connaissait vaguement, mais enfin, tu vois, de loin, mais voilà. Donc, on se croise. Et donc, moi, je vois le film de sa femme que j'aime beaucoup, et il voit mon film, ça lui plaît. Et puis, en sortant de la projection, il me félicite et puis il me dit, écoute, j'ai des partenaires avec qui je suis en train de monter des projets au Canada. À ce moment-là, il voulait faire des trucs là-bas. Il me fait, écoute, viens à 14h à tel endroit. Il me donne un rencard. Parmi les personnes qui vont être assises là, il y a un monsieur qui s'appelle Dimitri Stephanides, si je prononce bien son nom, qui aujourd'hui a une boîte qui s'appelle WTF, donc un distributeur. Et à l'époque, il fait partie des gens avec qui il doit monter des projets avec Xavier. Et Dimitri va voir mon film en fait à Paris. Et très très rapidement en fait, donc il voit mon film, ça lui plaît, il me dit écoute, ça te dit, je peux t'obtenir un deal, une vente. Et là, ça va aller très très vite en fait. Donc, je crois que ça s'est passé en 24 heures. C'est-à-dire, il a vu le film. Il a vu le film, il l'a envoyé. Le lendemain, il me fait OK, banco, machin, il te l'achète. Enfin, tu vois, on a dit ça. Ça a été très très rapide. J'ai envie de te dire l'américaine parce que ça c'est il y a le temps français, il y a le temps avec eux. C'est pas du tout les mêmes trucs. C'est rigolo. Je fais pas de l'anti-Frenchy, hein, mais les choses vont très très vite quand non mais s'ils veulent un truc ou pas. T'es pas le seul à me faire part de ces trucs. Et donc comment dire, les mecs achètent le film, voilà, et en fait je vais apprendre dans les jours qui suivent que c'est Zwicker qui lui-même en fait a une chaîne qui s'appelle Black Box TV que tu trouves via YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Black Box où le film est d'ailleurs encore. Et donc mon film se retrouve donc distribué et présenté, c'est-à-dire qu'en plus le film est introduit, c'est Zwicker lui-même qui présente le film, c'est assez rigolo. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on se retrouve. Et ce qui est marrant, c'est que la presse française, alors que j'en avais parlé, même à des journalistes, en fait, ils n'ont pas calculé. Et il y a un jour, il y en a un, en fait, en 2014, c'est 2 ans après que quelqu'un s'est mis à en parler, et d'un site, d'un coup, tout le monde a dit, ah, le film vient d'être vendu. Bon, t'as beau expliquer, mais non, c'était, bon, tu laisses tomber, tu vois. Voilà.
Mais tu vois, en fait, il a été vendu et c'est après que je vais aller à Los Angeles en 2015. D'accord, oui, pour refaire le lien avec Always, d'accord. Ok. Alors le sujet du film est très politique. Alors on va pas parler politique, mais est-ce que juste tu as reçu des remarques négatives par rapport au ton du film? Par rapport au ton du film ou par rapport au fait qu'il est politique? Et au sujet, oui, politique. Ouais. Alors, écoute, le truc super rigolo, c'est que en France, putain, ça va faire un peu bashing à la con. Non, mais enfin, j'ai des gens qui ont aimé le film, mais ce qui est super marrant, c'est que j'ai eu des débats ici, dans des festivals. Voilà, je vais t'en citer un. Il y a un film où mon film, on se retrouve, on est finaliste, on est 3 courts-métrages, c'est à Cognac. On est 3 courts-métrages. Il y avait Matriarche de Guillaume Pierret, il y avait mon film, et puis il y avait un autre film d'un autre copain qui s'appelle Pascal Jobert. Et enfin, tu vois, on se connaît tous les 3, voilà. Et on va voir nos films respectifs parce que on n'avait pas vu nos films au moment où on les a finis, donc on se retrouve tous là-bas. Cognac, qui est un festival de polar, hein, quand même. Bon, le film qui va gagner, c'est quand même plutôt une comédie, en réalité. Donc c'est assez rigolo. Mais la petite anecdote pour répondre à ce que tu dis, et ça va te résumer parce que ça, je l'ai eu à plein de moments. Donc je prends lui parce que c'est assez représentatif d'un petit problème. Et quand je dis un petit problème, c'est tu dis on a un souci là ici quand même. Et donc ils font gagner un film qui est plutôt une comédie. Enfin why not? Moi je suis content pour mon pote. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai le président du jury qui vient me voir. À l'époque, j'étais fumeur de cigarettes. Je suis à l'extérieur, je suis en train de fumer une clope. Après remise des prix, tout ça. Et puis le président du jury vient me voir, il me dit on peut se parler. Ouais. Et il me fait non mais je voulais te dire en fait on voulait te donner le prix. Et il commence à me défoncer le film auquel ils ont donné le prix. Il me fait il ressemble à rien. Je fais vous jouez à quoi en fait là? Pourquoi vous faites ça? Et puis ça commence un peu à me gonfler en fait, ce qu'il est en train de faire au film d'un copain, et puis pourquoi tu viens me voir, il me dit on voulait te le donner, on te l'a pas donné, ou ça, je dis sans déconner, enfin, c'est quoi le truc? Et il me fait, je fais bon alors ok, alors vas-y dis-moi, bon alors pourquoi vous me l'avez pas donné alors? Il me fait bah on te l'a pas donné à cause de la séquence de la cuisine. La séquence de la cuisine, qu'est-ce qu'elle a la séquence? Il me fait non mais tu te rends pas compte, c'est super violent. Alors ça, c'est le truc que j'ai souvent pris ici. De toi à moi, t'as vu des films, enfin tu vois, on est loin de ce qui peut se passer dans beaucoup de films, donc je me suis dit, et puis le mec, je lui ai demandé, je suis où là? Je suis au festival de la Gaudriole ou à Cognac, quoi. Donc je comprends pas bien. Alors que j'ai adoré ce festival, hein, on a été super bien reçus, mais là, j'avais un débat qui était enfin, c'était surréaliste, quoi. Et je me souviens, je dis, bah, faut pas le donner à moi, alors t'as qu'à le donner à Guillaume, son film, tu vois, c'est de la violence fun, tu vois. Et il me fait, ah bah non, c'est pas réaliste. Je te jure, on a eu un débat, et je te prends cet exemple-là parce que ça, je vais l'avoir à plein d'endroits. Ce genre de débat où à un moment donné, je me dis, mais de quoi on parle? Je fais, tu sais qu'au final, le film de Guillaume, ou mon film, en réalité, les deux, c'est juste du cinoche. Les deux. C'est-à-dire que moi, tu me dis, c'est trop réel, mais moi, tu vois, on a coupé le doigt de personne, on te fait croire, voilà, je parlais du tour de magie tout à l'heure. C'est juste, on est dans des tonalités différentes, mais c'est tout. Et ce que je voulais te dire tout à l'heure, j'espère que je vais pas faire French bashing, parce que c'est pas du tout l'idée, mais quand j'allais aux États-Unis, on a parlé du film. Tous les mecs que j'ai rencontrés m'ont parlé. On a parlé cinéma en fait. Et bien sûr qu'on m'a dit oui, mais les mecs m'ont jamais dit oui. Alors t'as fait un film contre ou les mecs pour eux j'ai fait un thriller avec un twist et qu'ils l'ont pas vu venir et ils m'ont tous dit la tension elle est incroyable. On a parlé du film. Ici, les discussions ont à chaque fois bifurqué. J'ai pas dit qu'on n'a pas essayé de mettre du fond, mais j'ai jamais dit que je faisais un film anti-patron. Comme je dis à tout le monde, parce que j'ai eu ces discussions, je fais, le mec qui est l'une des premières victimes, c'est un patron qui est attaché sur une chaise, qui en gros s'est fait lâcher. Et moi, si je dois raconter d'où est venu ce truc-là, quand je travaillais dans le bancaire, j'ai vu des gens qui, pour sauver leur miche, en fait, c'est le même principe que j'ai utilisé. Quand des mecs médiocres et incompétents, des fois, ils foutaient le bordel, en fait, dans les collègues. Exemple, en faisant partir un tel aurait dit ça sur machin. Ce qui fait qu'à la fin, il y avait plus de cohésion dans le groupe. Et ce qui fait que les gens, au lieu de s'occuper que leur responsable, ils se foutent de leur gueule et il fait pas le taf, bah ils se prennent la tête entre eux, voire de toute façon ils se font plus confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça l'origine du film, c'est de dire on est arrivé à un truc de mentalité où en fait, parfois, on fait de la diversion et on crée un malaise social, etc. Et ça, je veux dire, on n'a rien inventé. Enfin, tu vois, prends un livre d'histoire. Mais j'ai pas dit qu'on faisait un brûlot politique. Moi j'adore le cinéma de Gavras, mais mon film c'est pas ça. J'ai presque envie de te dire, c'est un film adolescent d'un mec qui fait, il y a des mecs qui font des sales coups puants, enfin, c'est tout. Voilà. Mais ça, j'ai plus su pour te répondre, oui, j'ai plus su ce genre de
de réactions un peu épidermiques, mais ici. Alors pas que, hein, heureusement, mais c'est vrai que je me suis tapé ces débats-là, et par moments, je me souviendrai toujours aussi, tiens, je vais finir, on a gagné un prix dans un festival. On a gagné un prix dans un festival, mais on a gagné le prix du public. Et c'est très drôle, je me reprends, ça c'est des petites anecdotes. Alors là, on n'est pas en France, hein, on est en Belgique où j'ai gagné un prix. Et en Belgique, c'était la figue à la bru qui était la présidente du jury. Et la présidente du jury vient me voir, parce qu'après on est invité, parce qu'on a gagné un prix, donc on va dans un truc, boire des coups. Et on nous fait, bon, il faut qu'on vous dise, et ça recommence, hein, il faut qu'on vous dise, on voulait donner le grand prix. Je sais pas, pourquoi en fait, tu vois, et en fait, parce que le grand prix, quand tu gagnais, t'étais acheté par une grosse chaîne du câble. Ah ouais. Et la chaîne a dit, c'est vrai que c'est lui qu'on devrait prendre, mais on veut pas diffuser ça. On peut pas diffuser ça, donc vous le prenez pas. Donc encore une fois, je fais pas la pleureuse, tu dis, bon, c'est absurde en fait. Ouais, c'est juste absurde en fait, ouais, c'est ça. C'est le mot. Bah, le film qui a gagné, pour te dire, alors que pareil, on était dans un festival pour le coup international, du polar. Le film qui a gagné, c'est l'histoire d'un mec qui mange une banane et la banane n'arrête pas de grandir. What? La banane repousse, il mange dedans, la banane repousse. Il mange dedans, la banane repousse. C'est ça qui a gagné. Et qui a donc fini sur cette chaîne télé. Je t'avouerai qu'en fait, c'est pas tant qu'ils prennent pas mon film que de me dire, t'as pris ça? Vous êtes des, enfin, bref. Bon, t'en sors pas. Et franchement, je te le dis, j'en suis pas sorti, je m'en fous, en fait. C'est bien, tu vois, ça te fait plaisir de gagner un prix, mais c'est pas ça qui te fera avancer. Je veux dire, je m'en fous, mais j'ai tellement trouvé ça absurde. C'est juste absurde, en fait. C'est ridicule, quoi. Moi, je me suis pas posé la question en voyant le film. J'étais juste happé par l'histoire et par le twist, quoi. J'étais là, non. C'était tellement bien vu. J'ai vraiment, je m'en fous, enfin, que ce soit politique ou que ce soit un peu trash ou quoi. J'étais juste super étonné par la mise en scène et par le twist qui était excellent, quoi. Donc, bravo. Voilà. Bah, écoute, je te remercie. Écoute, voilà, encore une fois, enfin voilà, on a juste essayé de faire un film qui racontait quelque chose qui nous touchait, qui me touchait. On a essayé de faire quelque chose qui ressemble en fait à enfin, moi là, par exemple, la première séquence que j'ai montée, après, très peu de temps après le tournage, c'est la séquence quand ils arrivent dans la maison, tu vois, quand ils arrivent dans la maison et qu'ils se déploient. Alors, c'est la première séquence. Et quand j'ai monté cette séquence, je me suis dit peut-être que le film sera complètement foiré, parce que tant que t'as pas fini ton film, en réalité, tu sais pas trop ce que t'as fabriqué. Celui qui te dit le contraire. Ah, j'ai suffisamment discuté avec des metteurs en scène pour prendre compte qu'on, tu vois, on a tous nos moments où on se dit là on tient quelque chose, là on tient pas. Puis il y a des moments où t'as des doutes. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Mais quand j'ai monté cette séquence, c'était tel que pour le coup je l'avais imaginé et ça ressemblait à ce que j'ai envie de voir. Ce que j'ai envie de voir, c'est-à-dire du cinéma. Voilà. S'il y a un moment de cinéma dans mon film, c'est celui-là. Je me suis dit là j'ai réussi à faire quelque chose et même si mon film il est foiré, je serais toujours content de ce moment. Le film ressemble un peu, j'ai pas dit, tu vois, ressemble un peu à ce que j'ai envie de voir. Voilà. Parce qu'après, je me souviendrai toujours, il y a une assistante réale, quand je suis parti à Cannes, vu qu'en fait le film a commencé à démarrer très très bien en termes de buzz, c'est-à-dire que d'un coup on avait plein de sites, on avait plein de sélections, et je suis dans le train qui m'emmène à Cannes, et je me rappelle toujours, j'ai entendu cette phrase qui m'a fait vraiment rire, parce que vu que ça commençait un peu à partir de partout, t'es content, et la nana elle me fait ça te fait quoi de te dire que t'as tout compris? Et j'ai éclaté de rire quand même. Je me disais, quand tu rentres chez toi, en fait, tu arrives devant l'étagère, tu vois, je sais pas, il était une fois dans l'Ouest, Fight Club, tu vois, juste ça, par exemple, tu fais, sans déconner, t'es un nain et tu retournes bosser, quoi. Je fais, donc t'as rien compris, en fait, t'es loin du compte. Je fais, donc non, j'ai rien compris. Je sais pas, en fait, je sais pas trop. J'essaye, voilà. Donc ça me fait plaisir vraiment que ça t'ait plu. On a juste essayé de faire quelque chose qui nous plaisait en espérant que ça plairait aux autres. Voilà. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas. J'ai trouvé une petite référence. Alors je suis pas un amateur de western, hein, j'en ai vu très très peu, mais j'ai vu une petite référence dans le film, enfin dans le court-métrage À tout prix sur les westerns. C'est quand la fille qui tient l'espèce de sniper là, il y a un plan assez loin sur elle et qu'elle commence à marcher dans l'herbe. Et ça m'a rappelé quand les cow-boys marchent doucement comme ça avec la petite tension dramatique qui arrive. Alors je sais pas si c'est une vraie référence ou Bien sûr. À l'époque, quand je le conçois, ce plan-là, et la seule chose que je veux, c'est créer quelque chose d'un peu énigmatique sur ce personnage et en gros de l'iconiser. Et je suis pas
tu vois, je me dis pas, je vais faire comme dans, ou, en fait, Oui. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y a pas longtemps, quand je suis allé au cinéma et que j'ai revu Il était une fois dans l'Ouest et que t'as le fameux plan flou où d'un coup, on découvre, d'un coup, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça que j'ai refait dans À tout prix. Ouais, c'est une inspiration inconsciente, quoi. Oui, je pense. De toute façon, on régurgite beaucoup. Enfin, après, moi, je sais qu'il y a des moments donnés, ça m'arrive sur le plateau, si j'ai un problème et que je dois tourner des plans, il y a des moments, soit consciemment, ça m'est arrivé sur un clip, il y avait un truc que je devais tourner et d'un coup, je pouvais pas tourner les plans qui étaient prévus pour des pommes de temps. Je fais, ok, il faut que je plie ça, comment je peux faire? Je fais, bon, tu sais quoi, là, j'ai un truc, je suis pas très fier, je vais repiquer un plan, je vais faire tel plan qui est dans Fight Club. Et tu le fais, là, c'est conscient. Mais quand je prépare un film, je suis pas en train de me dire, tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. J'essaye de faire ce qui me paraît, de raconter l'histoire telle que je pense que je dois la raconter. Et puis parfois, avec le temps, ou des fois tu regardes des choses et je pense que d'autres, ça doit leur arriver aussi, d'un coup tu fais, putain, mais ça vient de là, en fait, putain, mais ça vient de là. Alors, je t'avouerai qu'en fait, là où t'étais fier de toi, parce que ça t'arrive, tu dis, ah merde, en fait, non, c'est pas moi, tu vois, ça vient d'un autre imaginaire. Mais voilà, après, mes influences, elles sont dans le cinéma, mais pas que, tu vois, j'ai des influences picturales, de bande dessinée. Comme je disais tout à l'heure, au tout début, les BD, ça a été mon chouchou aussi, tu vois, ça a été pas mal mon chouchou, c'était mon amour, les bandes dessinées aussi. Donc ça a sans doute beaucoup nourri mon imaginaire et qu'il y a des choses qui restent. Voilà. Non, mais c'est une très belle séquence avec les feuilles un peu orangées comme ça. C'est vraiment un très très beau plan. J'ai vraiment, je voulais t'en parler parce que c'est un plan qui m'a beaucoup marqué. Et comme tu as fait des références au western, je me suis dit tiens, ça a dû jouer. Bah écoute, merci, je te remercie. Mais alors j'étais en train de regarder l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va passer à Implacable. Mais on peut pas faire. Je voulais juste finir un truc parce que tout à l'heure tu m'as posé la question. Ouais, vas-y. C'est sur Implacable. Juste tout à l'heure tu m'as demandé si j'avais un nouveau truc. En fait, c'est juste pour l'anecdote. Faut savoir que le truc rigolo et en fait j'ai eu confirmation, c'était aujourd'hui. En fait, il y a un éditeur qui s'appelle The Ecstasy of Film, en fait, qui avait déjà pris À tout prix, parce qu'À tout prix est sorti en bonus sur un DVD qui s'appelle La Guerre des Gangs, qui aujourd'hui donc était à l'époque en 1000 exemplaires, et donc on était en bonus. Là, en fait, il va sortir un Blu-ray d'À tout prix avec plein de bonus, donc ça va être un énorme Blu-ray rempli de trucs, et il y aura Always aussi d'ailleurs dans le Blu-ray. Cool. Donc voilà, donc il va, voilà, et c'était le premier à le savoir, c'est-à-dire qu'il l'a pas annoncé, il l'a plus ou moins dit tout à l'heure, il a commencé à le dire. Je lui dis écoute, est-ce que tu veux? Donc il m'a dit ok, vas-y. Donc voilà, donc apparemment à la fin de l'année il va le sortir. Ça va être une belle édition. Voilà, bah, vous avez le premier scoop. Ouais, voilà. Je vais t'en sortir le scoop de cette rentrée. Merci. Voilà. Donc Blu-ray avec À tout prix et Always et des bonus. Avec des bonus. Ah, plein à craquer. Ah putain, je peux te dire que j'ai fait une liste. Moi je lui ai dit il y a aucun problème, mais on y va. Et là je peux dire il y a beaucoup de choses. Il y a making of, il y a une interview qui a été faite il y a plusieurs mois de cela maintenant, et donc qui est post ce film, tu vois, et qui raconte plein de choses dans ce qui s'est passé après. Et est-ce que dans le vécu avec ce film aussi, quoi. Et je parle d'Implacable aussi d'ailleurs. Est-ce que dans le making of on te voit taper le mec sur le non, mais c'est pas très intéressant ça quand même. C'est pas joli, tu vois, tout ça. Mais c'est dommage, mais c'est moi je suis vraiment anti violence, anti tout. Vraiment, hein, c'est ça le pire. Hein, dans la vie, j'ai pas envie de ça, quoi. Loin de là. C'est pour ça que t'es fan de Batman d'ailleurs. Ça c'est autre chose. Bah plus Batman que Punisher déjà. Alors, avant de passer à Implacable, comme on peut pas faire plus d'une heure de live sur Instagram d'affilée parce que ça coupe, je vais couper le live maintenant et je vais le relancer. Yes. Ah, on a perdu beaucoup de gens là. Ils sont en train de revenir, t'inquiète pas. Ils reviennent petit à petit. Alors du coup, on va parler de. Alors, est-ce que juste pour le coffret, est-ce que tu as une tranche de prix ou pas du tout? Je sais pas du tout. Ça va pas être très cher. Hein. Ça va pas coûter. Mais c'est pas. Enfin, franchement, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Je sais juste que de toute façon, en gros, entre le film, les bonus, machin, ça va faire l'équivalent de la durée d'un long métrage facile, hein, c'est pas dedans. D'accord. Voilà. Mais je pense pas qu'il va le vendre voilà, je suppose qu'il va pas le vendre le prix d'un. Je pense que ça va être en dessous, mais je ne saurais te dire, voilà. D'accord. Et du coup, c'est vers la fin de l'année, alors? Apparemment, ouais. Je lui ai posé la question tout à l'heure, en fait, et il m'a dit fin de l'année. Donc on espère, hein, parce que sinon ça veut dire 2022. Non, je rigole. Non, c'est bon.
Non, ça aurait, en fait, ça, et en fait, j'ai eu confirmation parce que ce qui a foutu pas mal la merde, comme un peu partout, ça a été le Covid. Parce qu'en fait, on était bien parti pour le sortir avant. Voilà. Puis après, il y a eu le Covid, après, il y a eu l'été, donc tu vois. Ah, là, le virus. Puis ça tombait pile poil avec toi, tu vois. Alors, bah, tu vois, c'est super. Je suis content d'avoir un scoop, moi. Bah, ouais. Bah, j'en ai plein, hein, parce que je peux te dire qu'il se passe beaucoup de choses ces derniers temps. Ah, bah, alors, peut-être que c'est sur Implacable. Alors, justement, on va en parler. Mais avant de parler de la genèse du projet, est-ce que tu peux, nous redire de quoi devait parler ce thriller? De quoi devait parler Implacable? Ouais. Alors, bah, écoute, Implacable, c'est l'histoire en fait d'un ancien activiste, enfin un mec qui a fait des choses pas très très clean par le passé en fait, qui vit un peu dans une espèce d'anonymat un peu caché, qui va se prendre d'amitié pour un jeune qui vit dans son quartier, dont la famille a beaucoup de dettes, qui bricole pas mal de conneries pour rembourser en fait ces fameuses dettes, aider sa famille et rembourser aussi d'énormes dettes qui sont laissées par son père et les deux vont se retrouver en fait embringués dans une affaire d'enlèvement. Et c'est l'histoire d'amitié entre ces deux personnes, j'ai envie de ensemble, et qui vont se retrouver donc dans une affaire d'enlèvement qui s'avère être un piège. Et ça va être l'histoire de quelqu'un qui va tout faire pour sauver ce gamin. D'accord. En gros, j'ai pas envie de t'en dire trop. Mais oui, non, mais c'est bien. Juste pitcher, c'est très bien, c'est parfait. Alors, c'est un projet qui date de 2015. Qu'est-ce qui fait que ce projet n'a toujours pas abouti? Sur un article, j'ai lu que c'est notamment les attentats du Bataclan qui avaient été une des raisons pour laquelle Implacable n'avait pas pu voir le jour. Oui, alors après il y a de multiples raisons, mais je vais t'en évoquer quelques-unes. Ce qui se passe, c'est que donc j'ai fait à tout prix, parce que le lien c'est quand même ça. Donc je fais à tout prix et relativement rapidement en fait derrière il y a un producteur, il y a eu quelques producteurs en fait parisiens qui sont venus me voir. Avec l'envie qu'on travaille ensemble, et l'un d'entre eux, donc Metaluna Production, qui n'existe plus aujourd'hui, et donc qui était la boîte de Fabrice Lambeau, vient me voir, me demande si j'ai un film. À l'époque, j'avais une V1 qui existait de ce film, donc je lui donne, ça lui plaît, et puis bon, relativement rapidement, on discute de développer, d'écrire une V2, enfin tu vois, de rentrer un peu en développement dessus. Et puis là, je vais rentrer pareil dans un long process de travail, d'écriture, de réécriture. C'est-à-dire que là où je pense que je sais comment on fait les trucs et comment on écrit, je vais me rendre compte que putain, non. Donc je vais apprendre beaucoup. De toute façon, je pense que t'arrêtes jamais d'apprendre. Donc on va travailler comme des forcenés parce que le producteur me demande, il faut qu'on ait du cast. Donc on se dit, bah il faut qu'on ait un bon scénar. Ça aide. Non, parce qu'un jour je vais apprendre aussi, je vais revenir, mais un jour je vais apprendre qu'en fait c'est pas ça la condition pour faire des films. On s'en fout en fait, beaucoup de gens s'en foutent. Donc on essaye de se dire, on va essayer de faire un bon scénario. Et donc on s'enferme longtemps pour écrire ce scénario en espérant qu'il soit plutôt pas mal et en espérant qu'on va réussir à convaincre quelqu'un. Moi je fais savoir relativement rapidement une fois qu'on tombe d'accord sur le script et tout, qu'on a un script avec lequel on est content. À l'époque c'est une version 3. Et avec la version 3, on part chercher du casting. Et moi très vite je parle de Daniel Auteuil, parce qu'on me demande des noms. Donc tu vois, moi c'est un acteur avec lequel j'ai grandi, que ça soit les drames, les comédies. Enfin je veux dire, j'ai vu tous les films de Daniel et je suis, tu vois, j'ai un amour immodéré pour ce type et son travail. Je trouve c'est j'en pense une porte ouverte, tu vois, mais c'est l'un des grands, très très grands acteurs français et l'un des derniers qui reste. Donc tu vois, tu proposes ça, mais en me disant c'est impossible. Franchement, dans ta tête, tu te dis, et je me souviendrai toujours, bah tu vois, là, c'est ici que j'ai reçu le coup de fil. J'étais en train de dormir, mon téléphone a sonné, je m'étais couché très très tard. Le producteur m'appelle, Fabrice m'appelle, et il me dit, t'es assis? Je fais, ah bah on peut pas mieux faire, je suis couché. Et il me dit, écoute, il y a Daniel, il a lu le scénario, ça fait une semaine qu'on l'avait envoyé, il a lu le scénario, il adore le scénario, il veut te voir dans 2 jours. Tu sais, tu te penses, tu te demandes si tu es en train de rêver, quoi. Et parce que c'est surréaliste. Et 2 jours après, on s'est rencontrés pour parler du script, pour lui donner un Blu-ray de mon film, parce qu'à ce moment-là, il a lu le scénario, mais donc voilà, donc il nous félicite du travail. Enfin moi, j'étais juste halluciné, tu vois, d'être face à lui. J'étais pas en mode groupie, hein, mais
C'était assez surréaliste, quoi. Et on parle de film, et ce qui était génial, en plus, c'est que c'est un type d'une très très grande gentillesse et d'une très grande simplicité. C'est qu'on parlait, tu vois, à aucun moment donné, j'avais l'impression d'avoir une star, en fait. J'avais un type juste sympa et on parlait de travail, on parlait du rôle, on parlait du film. Et je me souviendrai toujours, à un moment donné, il fait, qui va s'occuper des cascades, là, parce qu'il faut qu'on fasse les choses bien, tu vois. Là où je craignais, je me disais, ça se trouve, ça va être compliqué, ça se trouve, il va avoir peur qu'on fasse des trucs, et je peux dire qu'il y a des trucs, c'est pas, il y a des trucs dans le film, on lui a jamais fait faire. Jamais en France, on lui a fait faire ça, quoi. Donc tu te dis, peut-être qu'il va flipper, peut-être qu'il va dire, je veux pas les faire. Il y a des moments où son personnage, il fait pas que des trucs sympathiques. Donc peut-être qu'il va nous dire, ouais, quand même, c'est chaud. Carrément pas. Donc je dis, putain, c'est cool, quoi. Et donc on sort, tu vois, on est sur un nuage. Et pour l'instant, et en fait, tout au début, il y a un moment donné où tout commence à se profiler. Franchement, tu dis, ça y est, je me souviendrai toujours, le producteur, il me fait, on va prendre un verre après, il me fait, tu sais que ta vie va changer, notre vie va changer, tout va changer. On est sur un nuage. Et c'est vrai que c'est assez surréaliste. C'est un 1er octobre. C'était le 1er octobre 2015. C'était ce rendez-vous. Et dans les semaines qui suivent, le script donc avait été envoyé à différents gros distributeurs, et notamment il était arrivé chez Gaumont. Et Gaumont contacte la production, leur donne rendez-vous. Le script a été validé là-bas. Et donc ils ont une discussion. Voilà, ils ont appelé Daniel. Daniel a fait savoir que c'était sa priorité. En tout cas, à l'époque, on tournait en 2016, donc il dit, moi, c'est ma priorité pour 2016. Donc, tu vois, tout le monde est content. Gaumont dit à la production, nous, si on le fait, on le coproduit. Donc tu dis, putain, super, on va faire un film, coproduction, Gaumont, tout va bien. Et puis patatras. Moi, à l'époque, en parallèle, je travaille sur des projets avec les Américains. Parce que donc, entre-temps, j'avais mes managers US, avec qui j'ai signé pour développer des scripts. Développer des projets que eux m'envoient. Donc je travaille sur des projets là-bas, et puis et donc ils savent que j'ai ce film en France, tu vois. Donc là d'un coup, t'as plein de choses qui se passent en même temps. Tu dis super. Et puis je me souviendrai toujours, mon téléphone sonne parce que je dormais quand il y a eu les attentats. J'étais assoupi, mon téléphone a sonné. Et je recevais notamment les ricains m'envoyaient des messages, ils étaient inquiets, tu vois, ils voulaient savoir si je vais bien et tout. Et j'ai un pote qui me téléphone, c'est mon co-scénariste d'ailleurs, c'est Christophe Folzer, qui est co-scénariste d'Implacable, qui me téléphone en panique, il se demande si je suis dans Paris, et d'un coup j'allume la télé et tout. Bon, bref, les attentats, enfin je vais pas le refaire. Et là en fait c'est quoi, 8 jours après, je reçois un coup de téléphone de la production, et là tout a commencé à dévisser, c'est-à-dire que là où, comme je te dis, on parle d'une euphorie, d'un coup, tout s'est crispé de partout, c'est-à-dire les gens ont commencé à dire oulala, attends, dans votre film là, il y a des trucs, il y a des mecs avec des revolvers. Alors, entre-temps, il y avait des films qui avaient été déjà tournés, parce que moi j'avais écho de certains films, mais en fait ils étaient déjà faits. Ça se trouve, ces films n'auraient pas vu le jour au vu de ça. Bref, alors voilà, donc là ça a commencé à tout compliquer. Je me souviendrai toujours qu'il y avait des éléments, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a différentes ethnies à l'intérieur du film, donc j'ai quand même entendu des choses assez chaudes. J'ai envie de dire, parfois, je parle pas de Gaumont, mais par la suite, j'ai entendu parfois des propos qui étaient à la limite du racisme, quand même. Mais c'était sur les craintes, tu vois. Mais c'est-à-dire que d'un coup, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelle population va venir voir le film? Ça, c'est pas propre à moi. T'as plein de films aujourd'hui. On va les fabriquer, par exemple, sur Netflix. Je vais prendre, par exemple, Julien Leclerc, tu vois, un film comme Braqueur qui a plutôt pas mal marché. Il a fait un carton sur Netflix. Faut quand même pas oublier qu'en France, beaucoup d'exploitants n'ont pas envie de voir, comme ils disent, une certaine population, tu vois. Donc il y a un moment donné, t'as des mecs qui viennent plus en salle. Mais peu importe de savoir pourquoi on veut pas. Mais le fait est, tu vois. Donc ils ont pas envie de faire des films qui leur donneraient envie de venir, en fait. Donc ça aussi, c'est des choses, je les ai pris dans la gueule par la suite. Il y a des mecs qui font oulala. Encore une fois, moi, ce que j'ai vécu, t'as des tonnes de films qui essayent de se faire. T'as des tonnes de films qui arrivent pas à se monter. Je pense qu'il y a plein de films formidables. Je crois que la plus belle leçon que j'ai eue et la plus choquante, l'un des derniers producteurs avec qui j'avais travaillé, je me souviendrai toujours, on avait fait une nouvelle version. Et il me dit là, tu vois, alors là c'est plus avec Lambeau, parce que entre temps sa boîte a fermé, j'ai récupéré les droits de mon film. Et puis un jour je développe donc pour une autre boîte, je suis toujours sur Implacable, Auteuil, tout ça. Et je refais une passe sur le scénario. Et on tombe d'accord sur une version. Et là l'un des deux producteurs me dit là tu vois là je valide, là c'est bien. Alors, je lui fais c'est super, entre ça, le casting, c'est super. Il y a plus qu'à alors. Et il me fait non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis mais comment ça, c'est pas comme ça que ça se passe? Il me dit non mais attends, je vais t'expliquer un truc. Tout le monde s'en fout. Je fais pardon? Il me fait mais tout le monde s'en fout.
C'est pas parce que ton film il est bien en fait que tu vas faire un film. Ah ouais. Ouais. Le mec dont je parle, c'est pas un débutant. Hein. Là, tu parles pas avec un mec qui a jamais rien fait dans ce métier. Donc là, je t'avoue que t'es choqué. T'es choqué d'entendre ça. Tu lui dis, mais tu te fous de ma gueule, quoi, en fait. Et non, il fait la seule chose qui compte, c'est qui va vouloir me rendre service. Ça a été une grande leçon, mais ça veut pas dire que tu sors de là dépité. Tu commences à comprendre. C'est pas la seule raison. En fait, ce que j'essaie juste de dire, c'est il y a de multiples raisons pour lesquelles on fait ou on ne fait pas. La question, c'est bien, c'est pas bien, ça rentre pas en ligne de compte. Il y a de multiples choses. En fait, sinon, de toute façon, on verrait que des bons films, en réalité. On verrait que des bons scripts. Et on verrait que des bons acteurs. Donc, il y a de multiples raisons pour lesquelles des choses se font pas. Et t'as des gens, et c'est aussi ça le talent d'un metteur en scène. J'y travaille pour m'améliorer là-dessus. C'est quoi qu'il advienne, faut que tu trouves la solution, en fait. En fait, c'est comme quand t'es en tournage. Moi, je pensais qu'il me suffisait d'être metteur en scène et puis d'essayer de faire convenablement mon travail. Faut développer d'autres talents. Il faut travailler. Il faut essayer de trouver les bons interlocuteurs. En fait, il faut trouver les bonnes personnes avec qui tu t'associes, qui eux-mêmes ont les bons interlocuteurs. C'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais, tu vois. Et je m'en plains pas. C'est juste, je t'avoue que moi j'avais un rapport très naïf à tout ça. Je pensais qu'il suffisait de vouloir faire des films, et je pensais qu'il suffisait de travailler. Je suis pas en train de dire que ce que je fais, je le fais très bien. Tu vois, il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi et qui eux-mêmes galèrent. C'est pas la question. C'est compliqué. Donc c'est plein de paramètres, et une fois que tu commences à piger ça, tu essaies de travailler là-dessus pour t'améliorer. Parce qu'on en revient toujours à toi, en fait. Le problème, au final, c'est peu importe qu'on t'a dit non, le problème, c'est il faut trouver la solution pour qu'on va te dire oui. Et j'ai jamais abandonné ce projet, c'est-à-dire qu'un jour, parce que on parle d'Implacable, moi, Implacable, j'ai pas fait le deuil en me disant le film il est terminé. Je me suis juste dit, le projet tel que je l'ai pensé, il est avorté, quoi. Mais ça veut pas dire abandonner, ça veut juste dire pour l'instant c'est fini, celui-là, comme ça, peut-être avec ce casting-là, tu vois, dans ma tête, c'est terminé, quoi. C'est peut-être fini. Et durant l'été, j'étais en train de ranger, en fait, parce que là je travaille sur d'autres projets depuis un moment, et dont je travaille sur un long métrage pour une boîte qui s'appelle l'Acme Studio, tu vois, je travaille sur un autre long que je dois tourner pour eux. Et j'étais en train de ranger en disque dur, et je retombe sur cette affiche que m'avait offert un ami qui s'appelle Rémi Jante, qui avait fait ce visuel-là. C'était un cadeau, tu vois. Il m'a fait un cadeau. Et je retombe là-dessus, je fais putain, elle était cool quand même. Elle était cool. Donc je dis vas-y, fais chier, je le fous sur internet. Justement, c'était ma première ma prochaine question, c'est que depuis quelques jours, depuis que justement tu as posté cette affiche du film, plusieurs journalistes reparlent de ton projet, il y a un engouement qui se fait. Et justement, est-ce que depuis cet engouement-là, est-ce que tu as eu des propositions, des nouvelles propositions? Écoute, oui, plusieurs. Ce qui est drôle, en fait, c'est que d'abord, il y a eu des Français qui sont pas foncièrement en France aussi, c'était les premiers à me contacter. Et donc j'ai déjà eu, j'ai encore demain un rendez-vous Skype, en fait, Zoom, machin. Écoute, ouais, il se passe pas mal de choses, ça a régénéré de l'intérêt. Je pense qu'en fait, la petite histoire qui consiste aussi à dire, il y a eu ce film, il y a eu ce casting, et puis moi, je me rends compte d'un truc, c'est ce que j'ai dit à des gens qui sont venus me voir sur Twitter. Parce que je dis bien, au début, moi, j'ai juste mis l'affiche sur mon Instagram en me disant, en gros, tu vois, je dis au revoir au projet, quoi. C'est-à-dire que c'était une façon de lui dire au revoir, mais vraiment, il y avait, tu vois, il y avait aucune arrière-pensée derrière ça. C'est juste, je montre aux gens, voilà, c'était ça. J'ai des gens dans mon entourage, je savais qu'il y avait Daniel, mais tu vois, plein de gens n'ont jamais été au courant. Tu te dis juste, voilà, le film qui n'existera pas. Mais c'est pas grave, tu vois. J'ai pas de rancune. C'est compliqué, c'est comme ça. Je mets cette affiche, ça a commencé à bouger. Déjà, la première personne qui a réagi sur Instagram, c'est Daniel Russo, qui vient me voir, qui me fait comment ça, c'est avorté. Je dis, tu vois, dans ta tête, tu dis, à mon avis, il a déjà oublié qu'on devait faire ce film, quoi. Ce mec, il a une carrière incroyable. Non, il vient me voir, il me fait, comment ça, c'est avorté? Je dis, c'est compliqué, il y a plein de raisons. À l'occasion, on prendra un café, si vous voulez, et puis je vous raconterai. Il me dit, ok. Donc là-dessus, voilà, quelques jours passent, je me dis, je la mets sur mon Facebook, et puis, tu vois, puis sur Twitter. Et puis là, comme tu dis, ça s'est un peu emballé, et il y a même des gens qui m'ont contacté. Donc il y a des gens qui ont découvert qui ensuite donc ça a commencé à tourner. Il y a des gens, ils ont d'un coup, il y a un producteur là qui a vu à tout prix. Il m'envoie un message et il me dit j'ai vu votre cours, bravo et tout, super. Merci, c'est gentil, tu vois. Et puis un jour il revient vers moi une semaine après, il me fait on peut se parler à la fin du mois. On était mi-août. Je dis ouais ok.
Puis on s'est recontacté après, par mail et tout. Puis on s'est eu au téléphone pendant 1 heure. Il m'a dit voilà, il m'a reparlé du court-métrage, et puis il m'a reparlé de l'affiche, puis il veut savoir où on était, savoir un peu l'historique, je lui explique. Voilà, mais il y a eu, comme je dis, il y a lui demain, j'ai un Skype avec lui, parce qu'il a lu le script, il a adoré le script, il l'a lu sous 24 heures, tu vois, donc on a tout. Là, j'ai eu des réponses d'autres gens là qui l'ont lu, ça fait 1 mois qu'ils l'ont. Il y en a, ils l'ont lu en 24 heures, d'autres en 48. Voilà. Donc écoute, on a plusieurs discussions, on verra bien. Je t'avouerai que moi, je suis devenu prudent. Je suis pas négatif. Je prends les choses comme ça vient. On verra bien ce qui se passe, mais c'est cool. Ça a réactivé ce film tel qu'il était. On verra. J'ai même eu des propositions pour le transformer, c'est-à-dire pour aller le tourner à l'étranger, tu vois, adapter, parce que l'histoire peut s'adapter à plein de territoires. Écoute, on verra. On verra ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'on va le faire avec ce casting. Vraiment, j'adorerais. C'est ce que je veux profondément. J'espère qu'on va pouvoir le faire comme ça. On verra bien comment ce film va venir au monde en fait. Mais moi, je me suis jamais dit que je l'abandonnais. Hein. Et justement, est-ce que Daniel Auteuil alors Daniel Rousseau apparemment oui, mais est-ce que Daniel Auteuil lui serait partant pour Eh ben écoute, j'ai une anecdote très rigolote. J'ai une anecdote très rigolote parce qu'on est dans les c'est marrant aujourd'hui, tu sais tout à l'heure je t'ai dit c'est marrant, il y avait l'éditeur. Bah c'est marrant aujourd'hui, tu sais qui m'a rajouté sur Instagram? Bah Daniel Auteuil, je suppose. Daniel Auteuil officiel mais je te jure, hein, j'étais en train de rentrer chez moi tout à l'heure et d'un coup je vois une notification, je fais Daniel Auteuil officiel vous a rajouté sur Instagram, donc j'ai rigolé. Je dis OK. Voilà. Donc écoute, on verra. Voilà. T'as pas reçu de message, t'as un message pendant l'été pour me dire tu vas arrêter ce que t'es en train de moi au début j'ai rien voulu, j'ai juste voulu montrer ce visuel, tu vois, on me dit tu l'enlèves, je l'enlève, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, écoute moi je sais qu'il aimait le projet, j'espère qu'il l'aime encore et j'espère qu'il veut le faire encore, je pense que oui, hein, aux dernières nouvelles, il a jamais dit non. Donc on verra bien. Moi j'adorerais qu'il le fasse. Je pense que personne en France ne lui proposera et ni ne fera. Il y aura jamais un film comme ça. En plus, on met les choses, les gens dans des cases. Hein. Moi, j'ai entendu des choses, même sur lui, à l'intérieur du monde du cinéma, j'ai entendu des choses pas jolies. Donc, on met les choses dans des cases. Moi, je dis, ouais, on peut faire une très belle surprise. Et moi, perso, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a des choses dans le film, je paierais très cher pour les voir. Donc, bah, c'est vrai que rien que l'affiche déjà avec lui, ça donne envie quoi de le voir dans un rôle complètement à contre-courant de ce qu'il peut faire habituellement. Ça donne vraiment l'eau à la bouche quoi. Donc j'espère que j'espère. En tout cas, moi ce que je peux te dire c'est ce que t'as aimé dans Always et ce que t'as aimé dans À tout prix. Bah sache que les deux, je te le dis pas, mais vraiment, j'ai toujours dit en fait à l'époque quand j'avais ces deux films, je disais à mon prod, prends les deux films. C'est un peu le mix des deux de toute façon qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que il y aura la tension que tu peux trouver dans À tout prix et puis il y aura l'émotion que si t'as été touché par Always, tu vas trouver exactement la même chose. Et tu vas être surpris tout du long. C'est-à-dire c'est le genre de film où plus t'avances et plus tu fais ah mais en fait non, c'était pas ça, c'est ça. On peut dire que t'es film vénère qu'on n'a pas. On peut dire que t'es un peu le Christopher Nolan français en fait finalement. Je vais essayer d'être Yann Dam, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Non, écoute, je sais pas. C'est gentil, hein, c'est une très grande flatterie, mais non, je sais pas. Je te dis, il y a plein de films hein, qui, puis encore une fois dans le thriller. L'histoire, elle est assez simple. En fait, comme plein d'histoires de thriller. D'ailleurs, ça c'est marrant. Il y a des gens, la réserve qu'ils ont quand ils lisent le script, ils font ouais, c'est très bien, mais c'est quand même assez simple. Je fais mais arrêtez d'imaginer. En fait, on est dans le problème. Parfois, il y a des gens qui voudraient voir, tu sais, des concepts incroyables. Moi, je dis, faut se méfier des concepts incroyables qui accouchent d'une souris, tu vois, la montagne qui accouche d'une souris. C'est-à-dire, moi, il y a plein de films que je vois aujourd'hui, ce qu'on appelle les high concepts. Je vais le voir, et puis en fait, au bout de 15 minutes, j'ai compris qu'en fait, il y a rien de plus que le concept. C'est-à-dire, c'est juste le concept, il y a pas d'histoire. Moi, j'adore voir un film où, si tu prends Il était une fois en vrai, c'est très simple. Hein. C'est l'histoire d'un mec qui veut se venger, c'est l'histoire d'un mec qui veut voler la terre d'un autre parce que demain il y a de l'argent à gagner. Enfin, c'est basique en soi. Tu vois, c'est pas un high concept de ouf. La façon dont c'est raconté, les personnages que tu trouves dedans, ça, tu l'as pas eu. Et moi, je me souviendrai toujours, il y a quelqu'un qui avait lu le scénario, qui avait validé le script, et qui dit à l'un des producteurs, non, c'est bien, hein. Franchement, on n'a rien à dire sur le script. Mais quand même, je dis quand même quoi, en fait. Et je lui ai reposé la question, et ça, je continuerai à dire, je fais, cite-moi un seul film en France qui existe, et c'est celui-là. Bah non, Donc le jour où déjà on fera un film qui surprend le spectateur, qui le touche et qui est réussi, après j'ai pas dit que je l'ai réussi, tu vois, il est pas fait le film.
on me dirait qu'en fait, tu vois, on va peut-être pas à chaque fois réinventer la peau. Faisons un bon film, en fait. Faisons une belle histoire. Et moi, je suis persuadé qu'on a une belle histoire, des beaux personnages et qu'on a beaucoup de surprises. Bon, et ben j'espère que le film se fera. Peut-être sur une plateforme ou ailleurs, je sais pas. Écoute, moi depuis le début, pour finir, parce que tu parles des plateformes, moi depuis le début, j'ai toujours voulu, pas comme une défaite, j'adore la salle, mais la réalité c'est que les plateformes sont là, et moi j'ai toujours dit, putain, ça serait formidable, si on était le premier film à aller là-dessus, le premier film français, et l'autre truc c'est, il y a combien de films de potes que j'ai vus qui sont partis, qui sont mal sortis. Des fois des bons films, des fois des films pas bons, c'est pas la question, mais qui n'avaient pas la promotion qu'ils auraient dû avoir. Enfin, et puis j'en reviens, il y a des exploitants, mine de rien, eux ils s'en foutent. Ils préfèrent qu'une famille vienne voir des films, mange du popcorn, tu vois. Et donc une famille, il y a certains films. Si tu veux faire un polar coréen, enfin l'équivalent d'un polar coréen en France, t'oublies tout de suite. D'abord, on va pas vouloir te le faire faire, pas parce qu'il est pas bien, parce que tu ne pourras pas le sortir convenablement. Et que même si tu arrives à le fabriquer, ça va se finir, tu auras quelques salles sur Paris, et donc ça veut dire que ton exploitation, elle est, il y a de grandes chances que tu vas taper dans le mur. Donc moi, j'ai pas envie que mes financiers ils s'y retrouvent pas, tu vois, j'ai pas envie de mettre en péril des gens. Je me dis c'est irresponsable. Donc tu te dis pourquoi on va faire ça alors que je pense qu'en fait il y a un truc à jouer avec eux. Et moi, je suis le premier client à me dire, tu vois, moi j'ai vu le dernier Scorsese, j'aurais adoré le voir en salle. D'ailleurs, là il y a une salle qui va le passer, je vais aller le voir, mais moi, je l'ai vu sur Netflix, mais tant mieux, au moins, le film, il existe, merde. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je vais te le dire, il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit non. Il y a même des producteurs avec qui j'ai refusé de signer depuis, parce qu'ils m'ont dit, j'irai pas voir les plateformes. Donc moi, aujourd'hui, je le dis d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, tous ceux qui me diront, ça m'intéresse, mais il faut aller voir les plateformes, parce que sinon, je signe plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que le film, j'ai même refusé depuis, il est resté dans un tiroir, j'ai dit, je m'en occupe plus, je fais autre chose, tant que j'ai pas trouvé le bon interlocuteur. Ou en tout cas l'interlocuteur qui peut le faire. Parce que de toute façon, et encore une fois, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste la réalité aujourd'hui, c'est sur le marché français, parce qu'on parle aussi de ça, c'est très compliqué de les fabriquer ces films-là. Pour plein de raisons. Et l'une des raisons, c'est dans l'exploitation. Moi, les films sont faits pour être vus. Et Balle perdue, qui est sorti sur Netflix. J'allais le dire, justement. C'est une belle preuve, Balle perdue. Mais bien sûr, mais Guillaume, pareil, il a excessivement galéré, faut quand même pas croire, il y a plein de gens qui ont refusé de le faire, ce film. Je sais, je l'ai eu en interview, on a parlé de la façon dont ça s'est fait. Voilà, donc tu sais, Guillaume, on se parlait à peu près une fois par an au téléphone, on faisait un débrief ensemble. Ah putain, et des fois il était vénère le pauvre. Moi aussi j'ai été énervé, tu vois, on était putain. Moi j'ai été tellement content que quand j'ai appris que le film, ça y est, il tournait un film quoi. Thierry, il galère à tourner un film, vous êtes sérieux en fait? T'es ouf. Moi, j'étais halluciné. Moi, quand j'ai vu son court-métrage, j'étais persuadé qu'il allait embrayer, je sais pas, moi, EuropaCorp vont lui sauter dessus, vont lui filer un film vite fait, quoi, tu vois. Tu dis, comment ça se fait qu'il galère? Bah ouais, il galère. Pour ça, je te dis, des mecs de talent qui sont dehors, il y en a plein qui sont dehors. Et le pire, et c'est ça le plus tragique, t'en auras plein, ils vont finir par abandonner. Et c'est ça qui est terrible. Mais faut pas, voilà, et moi, comme je dis, en fait, aujourd'hui, on a suffisamment de moyens pour essayer de trouver des solutions pour aller fabriquer des films et faire des trucs. Et les spectateurs, et je reviens sur les réseaux sociaux et là, ce qui vient de se passer. Moi, j'ai plein de gens, ils m'ont envoyé des messages suite à l'affiche qui a été sur les réseaux sociaux. Et t'as plein de gens, ils demandent qu'une chose, c'est quand est-ce qu'on peut le voir, en fait. Et plein de gens m'envoient des messages. Moi, je veux voir Daniel, tu vois, ce que j'ai vu sur l'affiche, je veux voir Daniel. Et pas, ce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est plutôt des gens, tu vois, par exemple, de mon âge, qui ont une quarantaine d'années. Non. J'ai des mômes de moins de 20 ans, en fait, qui viennent me voir. Donc, ils savent qui est Daniel, etc., etc. Ils veulent voir ça, ils veulent voir des polars vénères, etc., etc. Ils demandent que ça. Et notamment, là, j'ai eu une bande de mecs de moins de 20 ans qui ont découvert à tout prix. Les mecs, ils ont surkiffé. Donc, moi, je dis, il y a de la place. De toute façon, c'est un truc que j'ai toujours été persuadé. Il y a de la place pour tous les genres de films en France. Faut juste le courage de les faire. Faut juste le courage de les faire. Mais il y a plein de gens qui ont le courage. Mais il y a plein de gens qui ont le courage de les faire. Il y a même des producteurs qui rêvent de les faire. Voilà, c'est ça. Plein de gens. Tu vois, moi, Julien Seri, il a plein de projets formidables dans les placards. Tout le monde. Enfin, il y en a plein qui ont plein de projets. Et tout le monde se bat. Tu vois. Donc après, il faut essayer juste de trouver le bon couloir, le bon moyen, tu vois. Et on a tous plein de projets. Voilà, faut prendre le temps et puis il faut se battre. Bien. Merci. On va finir sur ces mots, Yann. Merci d'avoir pris cette petite heure et demie avec nous. Merci à toi. Des courts-métrages et de ton futur polar à succès, j'espère.
Ouais, et puis t'inquiète, comme je disais, il y a d'autres choses aussi qui arrivent. Hein. Il n'y a pas que du polar. Voilà. Donc, si vous voulez voir Always à tout prix et puis les autres courts-métrages de Yann, ils sont disponibles sur vimeo.com ou .fr, je sais plus si c'est .com ou .fr. C'est vimeo.com. Ouais, sur Vimeo. De toute façon, tu vas mettre le lien. Comment? Tu mettras le lien, j'imagine, Oui, bah, je pourrais les rajouter sur YouTube en description, pas de souci, ouais, pas de souci. Merci encore Yann, merci à tous d'avoir suivi. Merci à toi et puis merci à tous les gens qui sont venus nous écouter. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que voilà, allez voir des films surtout et puis amusez-vous bien. Voilà. Et puis à bientôt. Salut. Allez, merci encore, merci à tous. Merci à toi, merci. Bye. Merci.